Good morning, Mr. Steve France. I'm right now with Jean-Michel Stéphan. Thank you very much for hosting us in your estate. Alors, le domaine a été créé par moi, exactement, en 1991. Je suis un petit-fils de maraîcher et fils d'arboriculteur. Donc, ma famille n'a jamais été dans le vin, je suis le premier vigneron. Suite à mes études dans le Beaujolais, pendant 3 ans, j'ai fait mon armée, puis après je me suis installé en tant qu'agriculteur principal et viticulteur surtout en particulier. Après, au niveau des dates clés, c'est qu'en 1995, je commence l'agriculture biologique, qui était un petit peu compliqué dans la région parce que personne n'y croyait. En 91, quand vous avez commencé, vous aviez de la côte rôtie ou... J'avais de la côte rôtie, j'avais 1,4 hectare et j'avais un petit peu d'arbres fruitiers que je faisais en hectare d'abricots, un hectare de poire et jus de pomme. Et puis petit à petit, les fruits, quand mon père est parti à la retraite, on a arrêté complètement, parce que moi ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. Et puis voilà, donc après maintenant on fait uniquement de la viticulture. Donc 95, passage en agriculture biologique, 97, passage en vin nature. Et après, 2016, j'ai mon premier fils, le plus grand, qui s'est installé avec moi. Et là, cette année, j'ai mon deuxième qui va arriver en septembre. Très bien. Et depuis l'année dernière, on a commencé une conversion en agriculture biodynamique. D'accord. Après, au niveau de l'exploitation, j'ai 5 hectares de côte rôtie, répartis sur les 2 côtes, la côte brune et la côte blonde. La côte blonde, donc granitique, côte brune, mica-schiste. C'est par rapport à la couleur du sol, on dit ça. Après, j'ai 6 hectares d'IGP en Roussanne, Marsanne, Viognier. Nous sommes donc dans le chai de vinification, donc essentiellement des cuves, enfin non, pas que ça, des cuves ciment, des cuves acier inox. Et donc, comment, j'imagine que tout est fait au parcellaire Alors en fait, oui, chaque cuve représente une parcelle par rapport au nombre d'hectos. Ouais. Et donc il y a une partie qui est les vinifications se font ici, et après aussi de l'élevage pour les IGP. D'accord. Principalement les syrahs et les blancs sont dans les inox. D'accord. Le rouge en ciment et le blanc dans l'inox. D'accord, très bien. Et en fait, la particularité de ce cuvage que j'ai créé l'année dernière, c'est qu'on arrive tout par gravité au niveau des raisins. Donc qui descendent dans la cuve directement. Et après, une fois que les vinifications sont finies, il y a un trou au fond et le jus est descendu dans les tonneaux, pareil, tout par gravité. Donc tout est thermorégulé, bien entendu, pour avoir une meilleure... Ouais, c'est ce qu'on disait effectivement quand on travaille en vin nature, la clé pour faire des vins sans soufre, c'est le froid. Donc maintenant nous sommes montés à l'étage supérieur, on est sur le toit du chai de vinification, avec une vue sur le domaine qui est vraiment juste en face, avec le coteau de Tupin où se trouve la roche un petit peu plus haut. Sur le côté, c'est les binardes. Les binardes, d'accord, très bien. Donc ça représente donc les 5 hectares Ça représente pas tout à fait les 5 hectares, mais il y a à peu près 3 sur 5. D'accord. Et donc les camions arrivent par ici. Voilà. Et donc là, voilà, il y a les... chambres froides ici, on met tout le raisin en chambre froide et puis après... Ah, il y a aussi donc une chambre froide où vous gardez les raisins aussi. Froid, d'accord, au froid en arrivant. Ah d'accord. Allez, le froid jusqu'au bout. Ok. Et donc, vous les gardez quoi? Juste la nuit En fait, il faut qu'ils descendent à 4 degrés. D'accord. Après, j'ai une chambre froide qui descend jusqu'à moins 15, donc c'est très rapide en fait. D'accord. Des vinifications, des côtes rôties, on va parler essentiellement, ce sont des macérations relativement courtes Alors non, c'est 3 semaines, on va dire entre 24 et 26 jours, ça dépend du millésime après. Tout est en macération carbonique, sauf les années où la maturité n'est pas très bonne, mais il y a beaucoup de pluie, on fait de la semi-carbonique. C'est de la macération carbonique? Ouais, exactement. Et donc macération carbonique et la fermentation intracellulaire. Intracellulaire. Donc il n'y a aucune action de l'homme en fait. C'est comme le Beaujolais. Mais en fait, c'est ce qui se pratiquait ici dans les années 50. D'accord. Donc les œnologues arrivent et qui amènent leurs nouvelles technologies. Parce qu'avant les raffoirs, n'existaient pas. Alors là, je suis juste soufflé d'entendre ça. Parce que c'est vrai que les vins sont pas du tout
enfin, des vins de fruits immédiats. Ouais, mais après, le terroir revient derrière, enfin, D'accord. assez rapidement. Donc en fait, c'est le terroir qui parle, quoi. On a beau faire, de la carbo, t'as toujours cet aspect très fermentaire Ouais, sur les 2 premiers mois, ouais. et puis après, le terroir revient tranquillement quand c'est en tonneau. Ok. La première année, on est encore sur ce côté très gazé, très gazouilleux, Ouais, et puis la deuxième année, il n'y a plus rien, c'est tout stabilisé, quoi. Oui, parce que c'est vrai que c'était au départ fait pour les petits vins, mais pour Bah oui. la consommation rapide, mais à la sortie, c'est la meilleure technique pour faire des vins de classe, surtout. d'accord. Élégants et classe. Ok. Et pour faire des vins naturels aussi, en général? Ça aide beaucoup, oui, parce qu'en fait, on bloque complètement, on enlève l'oxygène, Ouais, donc du coup, il y a moins de développement de bactéries. d'accord. Par contre, il y a d'autres levures qui travaillent, c'est pour ça que c'est intéressant au niveau aromatique. D'accord. Parce que généralement, de ce que je me souviens, donc quand on fait des macérations carboniques, il faut saturer la cuve en gaz En carbonique, CO2 avant. en CO2. Et après, on met le raisin. Et D'accord, après, on resature pendant 6 heures. d'accord. Donc, il n'y a pas de remontage Non, pour oxygéner il y a aucune action de l'homme, aucune action mécanique. D'accord, Il y a juste, nous, on fait juste à la fin, en fait, ce qu'on appelle dans le Beaujolais un grillage. Et chez nous, en Côte-Rôtie, on appelle ça un étampage. ouais, C'est, en fait, le chapeau de mar est immergé. ouais, Mais au bout de la fin de la fermentation alcoolique, ça veut dire quand on arrive à 1005, 1010 de densité. ouais, ok. Donc on tire le jus, Mhm. on descend le mar, on met des cailleboutils pour Ouais, ouais. les fixer, Et on on remet le jus dessus et comme ça on fait comme une infusion comme le thé. D'accord. Et voilà, nous sommes de retour au rez-de-chaussée, voilà, dans l'atelier dégustation. Jean-Michel m'expliquait un petit peu plus tôt, donc il avait adhéré à une nouvelle charte qui s'appelle Vin méthode nature. Et voilà, on parlait un petit peu aussi des millésimes difficiles comme 2021. Et donc il m'expliquait que sur ce type de millésime, du coup, voilà, il avait décidé de ne faire qu'une seule cuvée. Voilà, donc un assemblage De tous voilà, les terroirs, de tous les lieux. voilà. Et ça avait été la même chose aussi sur le millésime 2012, 2010, 2002. 2010, qui veut. On va donc commencer avec le premier vin, donc Le Grand Blanc. le Grand Blanc. C'est l'assemblage de Roussel 50%, Marsanne 30% et 20% de Viognier. D'accord. Voyons. Là, on est sur trois communes, 3 départements, la Loire, le Rhône et l'Isère. Et c'est une vinification Donc là, on est justement sur les petites cuvées dont on parlait. les IGP, je ne mets pas en IGP, je mets en vin de France. Voilà. Donc là, par contre, les vins ils sont collés, filtrés, mais sans leçon. D'accord. Mais parce que pour l'instant, c'est la deuxième année, donc on est en train de regarder ce qui va le mieux, s'adapter ou pas. Je pense que par la suite, on va plus filtrer, plus coller. Il y a un côté assez généreux en bouche, un côté un peu solaire. Oui, un peu mielleux aussi. Mielleux, voilà, complètement. Après, voilà, bon, il y a une belle acidité, mais bien sûr que sur l'ensemble, on dirait que le côté voluptueux prend un peu le dessus par rapport à la tension. Bien sûr. Clairement. En tout cas, ça reste bien en bouche, c'est bien long, il y a un côté effectivement assez mêlé qui reste, limite une note un petit peu de nougat, enfin du fruit bien mûr, donc c'est une belle complexité aromatique pour un IGP, enfin l'IGP ou on va dire un vin de France. Goûte le premier millésime. Prochain vin. Côte-Rôtie, des Vinardes, donc de l'autre côté. Ce qu'on a vu, voilà, tout à fait. Exactement. Donc là, on est sur la côte Blanc, donc le sud de l'appellation. On est sur un terroir de Le Cognès, qui a un granit pierreux, Ouais. avec un filon de quartz, donc très solaire. La particularité de cette cuvée, c'est que je mets 10% de Viognier dedans, qui est du raisin blanc. Ouais. Et puisque l'appellation Côte-Rôtie est la seule appellation en France à pouvoir associer du blanc et du rouge pour faire le vin. Et là, on est sur le millésime 2020. D'accord. On est sur des vignes assez jeunes. Alors, c'est des vignes qui ont 30 ans. D'accord. Donc, ça va. 30 ans d'âge, oui. C'est moi qui les ai plantées, en fait, que j'ai commencé. D'accord. En 86, pendant l'école, en fait. C'est un élevage uniquement en cuve inox pendant un an.
Donc le but de ce côte rôti, c'est de faire découvrir le côte rôti, dans sa simplicité, son équilibre. C'est frais, c'est élégant, on sent la pureté, on va dire, du vin sans... Oui. C'est peut-être aussi parce que le vin n'a pas besoin d'autre chose, enfin, il n'a pas besoin, il est juste bon comme ça, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais comme on dit, c'est le plus simple qui est le plus dur à faire. C'est ça, exactement. Donc là, on est sur la côte rôtie, coteau de Bassenon. Voilà, ce sont les plus vieilles vignes de l'appellation côte rôtie, avec des syrahs qui en fait sont pas des syrahs, sont des... Voilà, le terme en patois, on appelle ça la serine. Voilà, bah, c'est la serine. C'est la syrah autochtone. C'est la syrah autochtone, plantée en 1896, parce qu'il y a la syrah autochtone et il y a la syrah de mauve, qui est clonée et qui est celle qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Il y a 20% c'est le maximum autorisé. De vionniers sur cette cuvée, avec voilà, des vignes plantées en 1903. 1902, donc ouais, 120 ans, avec pareil un cépage. Bon, il y a différents types de vionniers, et là on est sur un vionnier doré qui serait un petit peu l'ancêtre de tous les autres vionniers, donc quelque chose d'assez rare. Donc sur un millésime 2018 très solaire. Ouais, évidemment, on est sur un vin beaucoup plus tannique, beaucoup plus serré, austère peut-être, mais avec un fruit assez captivant. Voilà, je disais qu'il était un peu austère dans le sens où on sent que le vin a besoin de temps pour livrer son... Oui, il n'est pas en place. Voilà, il n'est pas complètement en place, mais je veux dire, la matière, que ce soit... l'acidité, elle est magnifique, les tanins sont magnifiques, ça a juste besoin, on va dire, un petit peu de s'assagir, de gagner un petit peu aussi avoir un petit peu plus de gras, de rondeur, de suavité. Voilà, bon, c'est quelque chose sur ce type de vin qu'il faut attendre au moins 10 ans pour... Oui, bien sûr, c'est le bébé. Ça, c'est des vins de garde. C'est des grands vins de garde. Vraiment superbe vin, ce 2018. Là, je goûtais encore vraiment de très beaux arômes aussi de menthe poivrée. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on met le nez dedans, voilà, il y a quelque chose qui s'offre à vous. C'est vraiment magnifique. On va passer maintenant donc à un millésime. On va dire un très grand millésime. Après, donc voilà, 2017, rentrer un petit peu dans cette catégorie. Donc pareil, hein, même cuvée, mais sur un millésime donc plus facile peut-être aussi. Enfin, j'en sais rien. C'était plus facile à travailler 17 que 18 ou c'était pareil? C'était compliqué, 17, parce qu'il y a de toute façon, les années froides, il y a toujours des maladies, des choses, il n'y en a pas, mais il y a toujours quelque chose qui va venir. Après, on va dire, le paysan se plaint tout le temps. Ouais, ok. C'est comme pour la météo. La fraîcheur, on va dire, étire le vin beaucoup plus longtemps, comme si l'alcool sur le millésime précédent avait tendance à justement à faire un vin un petit peu plus large d'épaule et avec une acidité qui va durer un petit peu moins longtemps en bouche et étirer le vin un petit peu moins loin. Mais clairement des arômes beaucoup moins explosifs au nez. Plus floraux. Ouais, voilà, on a l'impression de sentir un jus de caillou aussi au nez. En bouche, j'ai un petit côté aussi qui me rappelle un petit peu une sorte de racine de réglisse. Bon, en tout cas, merci pour cette magnifique visite et on espère avoir les vins très prochainement aux Émirats. avec grand plaisir. Merci Jean-Michel.